Je vous remercie déjà d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Et donc je vais commencer, puis Jacques Cheminade prendra la suite. Donc je vais commencer par une anecdote qui m'est arrivée sur le marché de Saint-Pargoire. J'ai rencontré Monsieur Eliaou qui m'a demandé « Vous ne trouvez pas que les gens sont agressifs ?» Donc, Monsieur Eliaou fait la découverte que les 5 ans de Macron ne sont pas si appréciés que ça, déjà. Donc ça, c'est pour les gens de l'AREM, c'est une découverte, voilà, que leur politique n'est pas très appréciée. Ensuite, aujourd'hui, il se passe pour la première fois depuis sa création, il y a une grève qui est faite par les personnels du ministère de l'Intérieur qui sont contre la décision d'Emmanuel Macron de supprimer le corps diplomatique alors que nous sommes entrés dans une 3e guerre mondiale. Ça, c'est un deuxième point que je veux soulever. Et un 3e point que je voudrais soulever également, c'est le fait que les pays qui étaient jusqu'à présent pro-occidentaux sont en train de refuser de se soumettre à la volonté de l'OTAN, des pays occidentaux, quant aux sanctions qui seraient à prendre contre la Russie. Donc ils se rendent compte qu'après l'Irak, après la Syrie, après l'Afghanistan, après d'autres guerres que l'OTAN a menées dans d'autres pays, et plus récemment donc en Ukraine, il est fort probable qu'ils puissent être les prochains également si la politique qui viendrait à mettre en place ne plaît pas à l'OTAN et surtout au milieu anglo-américain, au milieu financier. Donc ceci peut paraître bizarre de commencer ainsi, mais ces 3 événements, il y a peut-être 1 an en arrière, n'auraient jamais pu avoir lieu. Et c'est pour vous souligner le fait qu'on est en train de vivre un moment historique. Il y a un point de bascule qui est en train de s'opérer à l'échelle internationale. C'est que l'oligarchie qui jusqu'à présent était en train de régner en maître, qui divisait les peuples pour mieux régner, est en train d'être remise en question par beaucoup de pays, beaucoup de dirigeants, qui, eux, aspirent de plus en plus à une coopération entre les peuples, et notamment pour sortir leur population de la pauvreté. Donc, ils ont décidé que le nouveau nom de la paix, ce serait le développement de tous. Et pour arriver à ce nouveau développement de tous, il s'agit de remettre les banquiers au travail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, remettre les banquiers au travail ? Il se trouve que depuis avant la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie sont en train d'augmenter, contrairement à ce que nous font croire les médias. Vu que les prix des matières premières énergétiques augmentent, par exemple, les usines métallurgiques ont dû arrêter une partie de leur activité. Les sociétés d'engrais qui fonctionnent également avec le gaz tournent également au ralenti. Et ceci parce que l'énergie, d'une manière générale, est assujettie à un marché financier. Donc l'Union européenne a fait le choix de créer un marché financier pour ces matières premières. Et la conséquence, c'est que de plus en plus d'entreprises, comme je viens de le dire pour les usines métallurgiques, mais ça a une répercussion sur, par exemple, un menuisier qui doit poser des fenêtres et en alu ou en PVC, toutes les matières premières ont explosé. Du coup, les clients sont aussi impactés. Donc, moi, je pense que pour lutter par rapport à cette inflation, il faut
une loi pour débrancher la spéculation, interdire la spéculation sur les matières premières énergétiques, mais aussi les matières, les minerais et les produits agricoles. Parce qu'on se rend compte aussi qu'au niveau agricole, les producteurs, les agriculteurs ont beaucoup de mal à s'en sortir. Et donc il faut mettre fin à la spéculation d'une manière générale. Donc ça, il y a très peu de candidats qui en parlent dans les élections. Donc voilà pour ça. Ensuite, vous avez, il y a un autre point aussi. J'ai pas mal discuté ces derniers temps avec des entrepreneurs, des commerçants. Et par exemple, des boulangers me disaient qu'à l'heure actuelle, les taxes sont en train d'augmenter, parce qu'il faut bien payer la dette Covid. Alors déjà que la dette avant, elle était irremboursable, avec la dette Covid, elle a explosé. Et aujourd'hui, ça commence à se répercuter au bout de 2 ans sur les commerçants. Donc, par rapport à ça, on propose de faire un audit sur toutes les dettes, qu'elles soient publiques ou même privées. Donc, il faut faire le tri entre les dettes légitimes et les dettes dites illégitimes. Ensuite, là, je vais en venir à un autre point, c'est les élus. Tous les élus du bien commun ont une mission, c'est de créer les conditions pour développer les territoires, les entreprises, les services publics, pour le bien-être de tous. Malheureusement, depuis un certain nombre d'années, déjà depuis la crise financière de 2008, ils sont contraints budgétairement. Ça veut dire que toutes les dotations de l'État sont en baisse. Alors même s'il faut reconnaître que sous Macron, ça n'a pas forcément baissé, mais d'une manière générale, ça a baissé. Et l'une des conséquences, c'est au niveau des investissements. On voit bien que depuis un certain nombre d'années, certains projets n'ont pas pu se réaliser. Quand il y a des réfections à faire sur des bâtiments ou des routes, on n'arrive pas à le faire. Enfin, les élus ont beaucoup de mal parce qu'ils n'ont pas les budgets. Il a fallu déjà éponger au niveau de la crise 2008, qui a quand même porté un coup assez sérieux à leurs finances. Et du coup, les bâtiments, les routes se dégradent de plus en plus. Et comme depuis finalement Mitterrand, l'État a fait le choix de passer par les marchés financiers pour que les élus, les communes, les collectivités puissent emprunter. Ça leur coûte beaucoup plus cher et elles hésitent de plus en plus à faire des investissements. Tout ça pour vous dire que parallèlement, il y a les services publics d'une manière générale sont gérés, l'État, les collectivités sont gérés de la même manière qu'une entreprise, c'est-à-dire avec des critères de rentabilité. Or, ça ne devrait pas être le cas pour les services publics. Et la conséquence de cette manière de gérer les services publics, c'est la fermeture de classes. C'est aussi, comme à l'ODEV, des urgences que l'on ferme ou que l'on fait gérer par des associations. Et si l'association vient à être en difficulté, les services d'urgence ne peuvent plus être assurés. Donc là, on remarque même que le taux de mortalité infantile en France a augmenté ces dernières années. Donc, il faut peut-être se poser des questions. On se rend compte aussi, pour rester dans le domaine médical, que les personnels soignants, j'ai rencontré des aides-soignantes, d'anciennes aides-soignantes, qui ont changé de boulot, notamment à Saint-Paul-et-Valmal. Et ça depuis 10 ans, on voit ce phénomène. Donc elle avait changé de métier il y a 10 ans, voyant les choses se dégrader.
Et ensuite, sinon, il y en a d'autres qui continuent, mais parce qu'il faut bien vivre, avoir un salaire, comme elle me disait. Et ceci, à l'heure actuelle, se fait c'est dans un contexte où Emmanuel Macron, avant l'élection, et il a réitéré la chose après, il a l'intention de diminuer de faire des économies, de demander aux collectivités de faire des économies de 10 milliards, et avec un programme de stabilité qui va, au niveau européen, qu'il annonce, il promet qu'en 2027, il y aura, les dépenses publiques seront ramenées à 1% du PIB. Donc, je ne sais pas comment on va faire. Ça veut dire que il va faire encore plus d'austérité. Ça n'a pas forcément été dit comme ça, mais il va y avoir encore plus d'austérité. Et si on veut de vrais services publics, si on veut à nouveau que les collectivités puissent participer au développement des territoires, des entreprises, il faut leur donner les moyens. Et je pense que le fait de revenir à une véritable banque nationale qui permette de prêter l'argent aux collectivités et à l'État de manière générale. Ça évitera aussi les intérêts de la dette qui représentent aujourd'hui 40 milliards sur un budget d'à peu près 250 milliards. Et donc, comme je l'ai déjà dit, on pourra irriguer à nouveau les infrastructures, les besoins d'infrastructures au niveau des hôpitaux, les écoles, l'industrie, les laboratoires, l'agriculture, et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il faut qu'à un moment donné, les élus et les citoyens œuvrent ensemble, travaillent ensemble. Parce que c'est bien beau de vouloir nous filer des chèques alimentaires, des chèques à l'énergie et compagnie, mais là ils sont capables, Macron et les dirigeants en place sont capables pour ça de faire tourner la planche à billets, mais dès qu'on leur dit qu'il faut réparer des écoles, des infrastructures, là bizarrement il y a plus d'argent. Donc les élus et les citoyens doivent travailler ensemble pour prendre le contrôle de l'argent et le diriger là où il va être utile, comme je viens de le dire. Donc, et pour ça, je pense aussi important que de redonner le sentiment aux gens de participer à quelque chose de beaucoup plus grand que soi, pour le bien des autres. Et d'après mon expérience, c'est quand même quelque chose qui rend optimiste, d'aider les autres, et de découvrir de nouvelles compétences, de découvrir sa créativité au service et de la mettre au service des autres. Donc là, je vais laisser la parole à Jacques. Oui, vous avez écouté Julie, et vous la connaissez peut-être certains d'entre vous depuis un certain temps. Je veux maintenant essayer de vous montrer ce qu'elle a d'unique par rapport aux autres. Et pourquoi elle n'a pas eu les résultats qui auraient été nécessaires pour notre pays et qu'elle mérite, elle. Et enfin, vous dire que vous êtes responsable, chacun d'entre vous, de changer cela et d'apporter, un peu comme le colibri apporte sa goutte pour faire changer les choses, d'apporter un certain nombre de voix, en plus des vôtres, pour Julie. Elle a eu 45 voix pour 100 la dernière fois, il faut qu'elle dépasse les 100, au moins. Et ça donnera un signe aux autres. Alors je vais vous dire une chose, pourquoi elle n'a pas réussi? Alors je vais vous montrer quelque chose. C'est ça. Alors, le défi, c'est, sans lever le feutre, réussir, sans lever le feutre, réussir, sans lever le feutre, réussir à joindre tous les points, avec 4 traits seulement. Alors,
je vous donne la solution, ce qu'il ne faudrait pas faire, parce qu'il faut mettre tous les gens à l'essai. Mais c'est simple. La plupart des gens ne réussissent pas ce test parce qu'ils restent à l'intérieur du système, à l'intérieur de la boîte. Or, la façon de le résoudre, c'est de sortir de la boîte. 1, 2, 3, 4. C'est la remontada, si on peut dire. Donc, on est sorti ici du système, on est sorti ici du système, on est sorti de la boîte. Alors pourquoi je vous montre ça? Ce n'est pas pour faire joli et joujou, c'est parce que c'est tout le système français dans lequel nous vivons qui est verrouillé politiquement. Absolument verrouillé politiquement, on vit dans une boîte. Alors, je vous explique pour les législatives. Évidemment, chacun n'a pas le même temps de parole, parce que c'est l'équité, on dit c'est l'équité, on sert ceux qui en ont déjà, et pas ceux qui viennent, pas les nouveaux. C'est un bizutage. Ensuite, il y a le droit d'entrée. Je ne sais pas si vous savez, c'est 2 500 € pour tout le matériel de propagande officielle qu'il faut avancer. 2 500 €, 2 500 €. Quoi? C'est même beaucoup plus pour les autres. Ça, c'est le minimum du minimum. Or, les nouveaux candidats doivent payer. Et avant, l'imprimeur veut qu'on paye avant. Pour les autres candidats, ce n'est pas le cas. C'est la subrogation, comme on dit en termes étudiés du système. C'est-à-dire qu'ils disent, on est sûr d'avoir 5%, parce qu'on a 5%, on est remboursé, donc on ne paie pas d'avance, vous irez voir la préfecture et elle vous donnera l'argent. Donc, ceux qui sont dedans, ceux qui ont déjà eu au moins 5% et qu'on pense qu'ils les auront à nouveau, ceux-là sont complètement favorisés pour l'accès et l'argent. Ensuite, il y a le fait que c'est un système à 2 tours, uninominal à 2 tours. Avant, en 1960, pour être au deuxième tour, il fallait au moins, ça dépendait des circonstances, 5 ou 10% des votants. Depuis la loi du 19 juillet 1976, il faut avoir 12,5%, 12,5% des électeurs inscrits pour être au second tour. Donc, s'il y a 5%, 50% d'abstention, ce qui sera le cas de ces élections malheureusement, et peut-être plus, il vous faut 25% des votants pour être au second tour. Et les candidats, et certains d'entre vous le penseront comme ça, qui votent au premier tour se disent non, je ne vais pas voter, je vais voter pour celui qui a des chances d'être au second tour. Donc, je vais voter pour les 2 plus importants. C'est une erreur, je vous montrerai pourquoi. Et enfin, il y a que les élections législatives maintenant ont lieu après la présidentielle. Merci, Monsieur Jospin. Et l'autre, c'est merci en 1976, merci Monsieur Pasqua, mais c'est une autre histoire. Donc tous ces gens-là ont resserré, ont verrouillé le système. Aujourd'hui, avec le système actuel, comme les législatives ont lieu après la présidentielle, les gens, par légitimité, voteront pour le président, pour lui donner les moyens, pour le parti du président. C'est comme ça que LREM aura probablement la majorité cette fois, malgré qu'ils représentent que environ, au maximum, 30% de l'électorat. Ils sont au centre et ils profitent que les 2 extrêmes s'excluent l'un l'autre. Donc ça, c'est le système tel qu'il est. En plus, si on a plus de 50 candidats ayant chacun plus de 1% en France, on prend en compte chaque voix et chaque voix rémunère le parti de 1,5 €. Mais avoir 50 candidats qui ont plus de 1%, c'est donné qu'aux partis existants. Ça vous a l'air rien, mais c'est très difficile. C'est pour ça que nous nous sommes unis avec République souveraine pour faire notre mouvement qui s'appelle la raison du peuple, avec République souveraine qui ont des dissidents de Mélenchon, l'appel du peuple qui sont des gens plus à droite, et aussi tous des gens, les nôtres, Solidarité et Progrès. Donc nous sommes unis et on a dit avec Jaurès, avec la tradition de Jean Jaurès et dans la tradition de rupture de Gaulle, en particulier quand il est allé à Londres pour dire que la France ne pouvait pas être occupée.
Aujourd'hui, il est occupé. On est dans un pays occupé politiquement, je vous l'ai prouvé, financièrement, à cause des banques et du pouvoir des banques établis, et culturellement, à cause de toutes les conneries, excusez-moi du terme, qu'on déverse en particulier par les écrans sur la tête de tout le monde, mais en particulier des enfants et des ados. Le porno, les jeux vidéo ultra-violents et toutes les séries qui rendent les gens gaga à suivre ce genre de choses. Et les enfants qui perdent leur capacité de se concentrer à l'école. Donc, Julie, elle n'est pas dans la boîte de ce système. Elle est hors de la boîte. Et on ne peut penser que bien, aujourd'hui, pour assurer un avenir aux enfants. Vous savez qu'en France, seulement 3% des gens pensent, selon les sondages, que leurs enfants vivront mieux, et leurs petits-enfants mieux qu'eux. Donc il y a un grand pessimisme. Il faut sortir de ça. Et en votant pour Julie, vous sortirez de ce pessimisme. Vous donnerez un signe. Julie, elle est hors de la boîte. Or, je vais vous montrer une image. Ça, c'est le type même d'une personne de la boîte. C'est le coq bien établi. Il ressemble d'ailleurs à un coq. Bon. Julie, elle est à l'écoute. Vous voyez, elle est souriante, elle est à l'écoute, c'est très différent. C'est pour vous montrer la référence en image. Bon. Dans la boîte, ça pourrait être bon si la boîte était bien ficelée, agréable, s'il y avait des choses intéressantes dedans. Mais qu'ont fait les candidats du système? Ils ont laissé désindustrialiser la France. La France vendue à la découpe. En 1980-85, 20% de notre produit intérieur était dans l'industrie. Aujourd'hui, c'est 10%. En milieu, en termes d'argent et en termes de travail. C'est 10% des travailleurs. Donc on a laissé désindustrialiser la France. Les agriculteurs, je ne fais pas tout un débat là-dessus. Il y a l'agribashing et il y a à peu près, on ne sait pas très bien, on le dit, mais c'est le cas, un agriculteur qui se suicide par jour parce qu'il ne croit plus à ce qu'il peut faire. Il a été rendu au désespoir par la dette. Et pour les gens, pour le revenu des gens, là, on est dans la baisse avec l'inflation. Le produit intérieur brut a baissé de 0,2%. On peut épiloguer sur, c'est très mal calculé, le produit intérieur brut, mais ça donne une certaine idée. Moins 0,2% le dernier trimestre. Inflation, 5,2%, et baisse du pouvoir d'achat des ménages, 1,9%. Donc on est au début de cette crise. Et ce que vous a parlé Julie, avec l'énergie, avec les engrais, avec tous les prix qui augmentent et les facteurs de production qui augmentent, les gens soit ne pourront pas produire, soit les prix seront très très élevés. Donc il y a cette baisse du niveau de vie des ménages. Et vous voyez par ailleurs l'effondrement du système éducatif, ça tout le monde le dit, on est devenus les derniers dans les pays européens d'Europe occidentale, les derniers en mathématiques. On a 10% qui sont très brillants, et 90% c'est le désastre. J'ai vu 2 jeunes Ukrainiennes, et je leur ai parlé, c'est pas trop difficile pour vous? Et on dit, ah non, on a 1 an d'avance sur les Français. Pareil pour les Russes. Donc voilà où on est tombé en termes de français. Je ne vous fais pas un tableau, pas les fautes d'orthographe. Les fautes d'orthographe, ce n'est pas très grave, mais les fautes de composition, les fautes de rédaction, tout un manque d'attention dans le travail. Alors je ne vois pas dans l'hôpital, vous connaissez la crise des urgences, elle est terrible. Il y a même des endroits de France, et j'en connais 2, où les gens sont soignés, devinez par qui? Par les vétérinaires, parce qu'il n'y a pas assez d'infirmiers, pas assez de médecins. Donc ça, c'est la France qui nous ont légué depuis une 50aine d'années. Alors, évidemment, que proposent les autres candidats? Vous avez les insoumis. Je prends en global. Les insoumis, c'est il faut augmenter les salaires de temps, 1 500 € maintenant pour le SMIC par mois. Il faut augmenter les retraites. Il faut augmenter les minima sociaux. Il faut augmenter le salaire des infirmiers. Il faut augmenter le salaire des enseignants. Moi, je suis pour. Je pense que c'est juste, que c'est très bien. Et Julie le veut comme moi. Mais, il y a un mais. Est-ce possible? Non. Ce n'est pas possible dans le système tel qu'il est, si on ne s'en donne pas les moyens. Alors évidemment, ça veut dire réorienter les flux financiers là où c'est nécessaire, vers l'agriculture, l'industrie, l'école, l'hôpital, le laboratoire. C'est la première chose. Et la deuxième, c'est que si vous augmentez tous les
salaires, vous aurez ce qui est arrivé avec Mitterrand en 81. Qu'est-ce qui est arrivé? On a augmenté les salaires. Il y a eu la concurrence internationale, auquel on n'a même pas réfléchi, et les patrons, ceux qui emploient des gens, ont été obligés de reprendre d'une main ce qui avait été donné d'une autre, parce qu'on ne produisait pas assez en France. Et c'est exactement le problème d'aujourd'hui. On a laissé démanteler l'agriculture et surtout l'industrie, et on ne produit pas assez en France. Donc ça, c'est le vrai problème. Les secteurs où on a réussi, c'est les secteurs de qualité, de haut de gamme, on produit bien, vous le connaissez, c'est le vin, par exemple. Je viens de boire à midi avec un responsable important passé de notre politique, du Saint-Chinian. C'était excellent. Moi, je bu du Saint-Chinian il y a 30 ans, je vous assure, ce n'était pas tout à fait ça. Donc il y en a progrès, mais le progrès là, ce n'est pas suffisant. Il faut du progrès absolument partout. Alors ça, c'est pour ceux qui vendent du rêve, hein, par démagogie. Maintenant, il y a pire, c'est les macroniens. C'est les libéraux sans complexe. Pour eux, on distribue l'aumône à la sortie, en dame de charité, à la sortie de la politique, ou comme on distribue l'aumône à la sortie de l'Église, et tout ira bien. Alors, évidemment, on voit toutes les aumônes. Et je peux vous les décrire. Il y a tel ou tel article, c'est décrit partout. On bloque le prix du gaz et de l'électricité. Pour l'essence, c'est les fameux 18 centimes, prolongés jusqu'à la fin de l'année. Après, ça sera en 2023 pour les gros rouleurs, comme on dit. Après, il y a le chèque alimentaire qui prévoit 60 € pour les plus pauvres. Ensuite, il y a la redevance individuelle qu'on ne paie plus. Voyez, on dirait un inventaire du fou qui met ensemble des rats, des bancs, des êtres humains et des animaux. C'est n'importe quoi. Je veux dire que toutes ces choses sont tout à fait incohérentes. Chacune peut avoir un intérêt, comme la prime Macron. Mais la prime Macron, c'est les producteurs qui devront la payer, certes sans charge et sans impôt. Mais c'est quand même, on prétend faire une mesure sociale. Bon, je vous ai parlé de toutes ces mesures parce qu'aucune ne va au fondement du système, au fondement de la crise. Parce que la crise, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a émis de l'argent sans production en face. C'est une économie virtuelle. L'inflation est devenue endémique aujourd'hui. Ça fait partie du système existant. Donc on émet de plus en plus de monnaie sans production en face. C'est plus l'inflation des salariés qui se battent avec le patron pour avoir un meilleur salaire. C'est une inflation beaucoup plus grave. C'est une inflation par absence de production et par absence de partis qui réellement défendent la production. Et aujourd'hui, c'est tout un système qui s'effondre. Alors je ne le fais pas par plaisir d'être pessimiste, mais ce qui est devant nous va être terrible. Tous les gens qui voient les choses avec des yeux un peu compétents vous le disent. En termes de niveau de vie, en termes de niveau de production, et pas seulement en France, c'est dans le monde. Et ce n'est pas, comme on dit, la guerre en Ukraine ou le Covid qui sont la cause de tout. C'est tout un système qui fonctionne, qui n'est plus associé à ce que est créateur chez un être humain pour l'avenir. Donc on peut épiloguer sur le problème de la guerre de l'Ukraine, la responsabilité de l'OTAN. La vraie responsabilité, c'est ce que des amis américains appellent le Micmac, en son manquant. C'est comme si c'était Mickey Mouse, hein, la souris. Micmac, ça veut dire le complexe militaro-industriel, congressiste, parlementaire, les médias, les universitaires et finalement ce qu'on appelle les think tanks, les organes de réflexion. C'est probablement les pires. Ils réfléchissent à comment conserver le système au lieu de le changer. Donc vous avez tout ce groupe-là qui couvre ce que font certaines entreprises. À qui rapporte la guerre en Ukraine aux États-Unis? Raytheon, Lockheed, Northrop Grumman, les producteurs d'armes. Parce que là, ça rapporte. Et ce capital s'oriente vers la production d'armes, parce que cette oligarchie financière, naturellement, porte à la guerre, et la guerre, ça rapporte, plus sans doute que la transition écologique, qui coûtera très cher, mais auquel ils pariaient de participer aussi. Hein. Alors, ils sont devenus un peu fous, ils croient qu'ils peuvent gagner de l'argent à la fois avec la guerre et la transition écologique. Ça ne marche pas. Alors, Julie est la seule, je pense, avec nous, bien sûr, à tracer ici des pistes, parce qu'elle est en contact avec les gens, elle est en contact sur le terrain,
Le pauvre Macron, je ne veux pas l'accabler, mais il ne comprend pas du tout ce qui passe. Pour trouver un boulot, il suffit de traverser la rue. Bon, ce qu'il a dit. Dans les gares, on voit des gens de rien. Il faut n'avoir aucun amour du citoyen et aucun amour de son pays pour dire des choses pareilles. Alors après, il y a de grands discours, de beaux discours. On dirait un ordinateur parlant avec un téléprompteur, pour moi, hein, Macron quand il parle. Donc, il y a un problème. Hein, et il y a les sparadraps, vous avez vu, de la droite, et il y a les promesses de cette gauche, soi-disant. Alors, ce que je dirais par rapport à ça, c'est qu'il y a des gens qui ont une expérience. Il y a Hervé Hanoun, qui était le directeur de cabinet à l'époque de Pierre Bérégovoy, qui est probablement le seul vraiment honnête des socialistes, c'est pour ça qu'on l'a suicidé. Ou qui s'est suicidé, qu'on l'a porté à se suicider, je ne sais pas. Et je pense qu'on l'a mis dans une situation impossible dans laquelle il était complètement déprimé, en tout cas. Ça, c'est la vérité. Hervé Hanoun dit, on a mis en place le socialisme pour les riches. Un système bulle-dette, bulle-dette, bulle. On gonfle le financier, l'argent, il ruisselle pas par le bas, il ruisselle par le haut. Il va aux riches. Donc c'est un système impossible, parce qu'il ne crée pas la base de consommation qui est nécessaire. Et les gens qui ont réussi en France, ce sont soit les gens qui ont exporté au Japon ou en Chine, le vin par exemple, ou les gens qui ont exporté des produits de luxe, mais ce n'est pas l'industrie de base qui est nécessaire aux citoyens. Bravo à ceux qui ont exporté les produits de luxe, bravo à ceux qui ont exporté du vin. Mais le reste qui est nécessaire, généralement on l'importe et on devient terriblement vulnérable. Alors, ce n'est pas qu'on puisse blâmer la mondialisation, non. C'est la mondialisation financière. Et on a admis que dans la mondialisation, qui est une chose, je pense, on peut en discuter, relativement inéluctable. Mais ce qui n'est pas du tout inéluctable, c'est que ce soit à la main des financiers. Et on a laissé une mondialisation à la main des financiers sans avoir une politique réelle qui permette aux intérêts fondamentaux de la nation, comme le dit le texte, de prévaloir, et les intérêts des travailleurs dans la nation et des producteurs, des vrais patrons. Parce que Bernard Arnault ou Pinault, que j'ai connus, ne sont pas des patrons, ce sont des profiteurs du système qui, grâce à leur protection, à droite comme à gauche, ont fait plein de sous, sans produire comme il faut. Ah, ils ont pu faire de grands musées. Pinault, le musée des Halles, Arnault, le grand musée dans le Bois de Boulogne. Mais tout ça, c'est de la frime. Et ce monde des apparences, notre responsabilité, c'est d'y mettre fin pour revenir à un monde des citoyens. Alors je dirais que Julie, elle vous a présenté sa défense de la séparation bancaire. Ça veut dire qu'il ne faut plus soutenir les banques qui spéculent sur les marchés financiers. Fini pour elles. Les banques de dépôt qui gèrent les crédits, on verra. Si elles se comportent bien, on les soutient. Si elles ne comportent pas, on les nationalise. Mais il ne faut pas nationaliser à tout va en mettant toutes les banques dans le même sac, ce qu'en font les gens d'extrême gauche, par démagogie. Ce qu'il faut, c'est bien cibler ceux qui financent la production et ceux qui font autre chose. Dans le fameux traité de Westphalie qui a fait la paix en 1648 entre les nations, ce qu'il avait dit, on disait, on élimine les dettes qui ont été faites pour des dépenses de guerre. Les guerres qui ont été faites, les dépenses qui ont été faites entre deux, un peu pour dépenses de guerre ou pour les autres, moratoire, on les paiera plus tard. Et les dettes qui ont été faites pour produire, pour faire des choses justes, bonnes pour la nation, celles-là, on les paye. Eh bien, c'est ce genre de choses qu'il faut refaire aujourd'hui. Sans ça, on ne s'en sortira pas. Hein. Les dettes aujourd'hui qu'on a prises, les États comme les personnes, ne pourront jamais être remboursées. Jamais. Les gens dans le système vous le diront. Sous la table, pas dans la presse. Après, il y a faire qu'en bourse, on ne puisse pas jouer tout le temps. Il faut qu'il y ait une cotation en continu, une cotation par jour. Maintenant, ça varie tous les jours. Et la plupart des gens qui font de l'argent, ils jouent dans la journée. Pourquoi? Parce qu'ils détiennent les algorithmes, ils savent comment évolueront les marchés, ils achètent et vendent 3 ou 4 fois, 5 fois, 10 fois par jour. Ça ne marche pas, un système comme ça. Ça marche dans la finance, mais ça ne marche pas pour la production réelle de biens, qui exige des contrats à long terme et la sécurité dans le temps. Et il faut un système de crédit public, comme elle l'a dit, avec une banque nationale qui finance l'école, l'hôpital, le laboratoire, l'industrie, l'agriculture. Et il faut des énergies et des technologies de haute qualité, de haute densité, où on produit plus par être humain, plus
par unité de surface et plus par matière apportée. C'est pour ça que nous sommes pro-nucléaire. Mélenchon est contre. Il est contre parce que, je sais très bien qu'il est contre pour avoir les voix écolo. C'est comme il est communautariste pour avoir les voix musulmanes. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas le nucléaire, ce n'est pas le tout nucléaire, il ne faut pas penser comme ça. Mais c'est la forme d'énergie la plus intéressante pour un futur, à condition que ce soit contrôlé, comme les banques, par le peuple. C'est-à-dire qu'il faut une participation des citoyens. Et enfin, il faut mobiliser les gens qui votent Mélenchon, qui votent Marine Le Pen, qui votent, disons, Macron parce qu'ils croient qu'encore il peut faire des choses, et surtout les abstentionnistes. Et il faut rétablir avec ces gens ce qu'on peut appeler un bloc populaire, qui sert l'intérêt réel des gens. Alors, elle vous paraît, Julie, rien par rapport à ça. Vous dites, elle est inutile, il y a les grands candidats. Non, parce qu'elle est la première émergence de quelque chose qui va vers ce bloc populaire, qui est absolument nécessaire pour créer une notion de développement mutuel et pas qu'on gagne en niquant son voisin. J'appelle ça le niquage mutuel assuré, le système dans lequel on vit. Donc, il faut un système de développement mutuel. Alors, je finirai en disant que Julie se bat pour ce projet, pas seulement depuis Poussan, elle connaît bien les affaires de Poussan et de l'Hérault, mais aussi au niveau de la France et au niveau du monde. Et que tout ça est lié. Et elle amène l'idée de ce lien. Alors je crois vous avoir prouvé que le vote pour elle n'est pas un vote inutile, comme on pourrait le croire si on regarde dans la boîte. Mais si on regarde par-dessus la boîte, c'est le vote utile même, parce qu'il met en cause une boîte qui a été destructrice et qui n'a pas d'avenir. Parce que tout système financier et monétaire est sur le point de s'écrouler. C'est comme ça, pour ça que ce que dirait Jaurès, il porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Et vous savez que Jaurès a été assassiné parce qu'il avait dénoncé la guerre. Aujourd'hui, on est dans une situation très proche et les gens, généralement cet été en France, comme dans l'été 1939, ne voient pas le danger. Oublions maintenant la guerre. Il y a un danger d'inégalité sociale qu'on n'avait jamais eu voyant dans l'éducation. Dans l'éducation, les gens qui réussissent par le réseau de réussite, c'est enseignement privé, préparation dans l'enseignement privé, grandes écoles, 10% des Français à peu près. Les 90% autres sont dans un niveau d'enseignement qui baisse. Donc on n'a jamais vu tellement d'inégalités au départ dans l'enseignement depuis au moins 1945, sinon 1900. Donc Julie, pour conclure, pense hors de la boîte, ce qui est nécessaire pour sortir d'un système qui n'a pas d'avenir. Alors, même si vous vous dites, bon, je doute un peu de ça, rappelez-vous des vieux radicaux. Au premier tour, on choisit, au second tour, on élimine. Eh bien, choisissez-la, elle, pour donner une leçon aux autres, et faites qu'autour de vous, on fasse ce choix. Car il y a besoin dans le monde de ce que j'appellerais un nouveau traité de Westphalie, qui est le développement mutuel et l'idée d'un développement mutuel, et à l'intérieur de la France, un nouvel édit de Nantes qui soit l'intérêt de chacun à coopérer à un système réellement souverain. Un système souverain, ce n'est pas quelqu'un qui se cache dans un trou derrière une Maginot et qui attend que ça se passe. Un système souverain, c'est un système qui est capable de donner l'exemple au monde et qui, donnant cet exemple, est suivi. Et la France, qui peut devenir médiatrice, qui peut devenir inspiratrice, qui peut devenir catalyseur dans le monde. Et c'est pour cela que Julie se bat. Et beaucoup plus simplement, c'est pour l'intérêt des gens, l'intérêt du peuple. Donc, je veux vous dire ce soir, pour vous la situer bien par rapport aux autres, malgré que ça paraît un tout petit Poussan, malgré que ça paraît un tout petit Hérault, c'est bien au-delà de tout ça. C'est à l'échelle de Poussan, à l'échelle de l'Hérault, à l'échelle de sa circonscription et à l'échelle du monde et de l'Europe que ça se joue. Et c'est là qu'elle apporte la fraîcheur, je dirais, qui est nécessaire pour sortir de la boîte. Voilà. Applaudissez à elle, c'est elle. Alors, on va passer à une série de questions-réponses. Et je vous annonce que si vous voulez un petit apéro, il faut qu'il y ait au moins 5 questions de posées. Hein.
Sinon... Je vais passer le micro. Bonsoir. Au début de votre intervention, vous avez mentionné, et j'en avais connaissance, que le président Macron pensait à dissoudre le corps diplomatique. Pour moi, c'est très grave. Mais est-ce que derrière, ça ne sous-entend pas que peut-être le corps diplomatique français sera remplacé par un corps diplomatique européen et que nous perdrons la maîtrise de notre diplomatie nationale? Ne pensez pas seulement corps diplomatique, il a supprimé le corps préfectoral aussi. Donc c'est dans le monde et à l'intérieur de la France. Et les deux sont cohérents dans ce qu'il fait. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure il croit ou il ne croit pas à l'Europe. Ce à quoi il croit, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution que la boîte, c'est-à-dire les milieux financiers qui l'ont porté au pouvoir, et lui-même l'a dit. D'ailleurs, je suis arrivé au pouvoir, c'est une citation, par effraction, comme un bandit qui fait sauter un coffre. C'est la même chose aujourd'hui. Et les autres, malheureusement, sont dans la démagogie. Si Julie n'est pas au second tour, moi je conseillerais, elle fera ce qu'elle voudra, parce qu'on est indépendant dans notre mouvement, mais moi je voterai pour le candidat le mieux placé, quel qu'il soit, qui est contre Macron, parce que je pense qu'il est le plus grand danger aujourd'hui. Alors c'est pas que j'aime pas Macron, mais c'est qu'il représente des forces qui sont le plus grand danger pour mon pays. Il y en aurait tellement. Je pense que c'est pas tellement la loi qui compte en tant que telle. C'est aussi le soutien que les élus, les futurs élus, vont avoir pour pouvoir porter la loi. La loi qui permettrait de changer les choses, de pouvoir redonner les moyens à la France, aux entreprises, aux élus, de relancer le pays en fait. C'est, comme je l'ai dit, il faut que les citoyens et les élus travaillent ensemble pour reprendre le contrôle de l'argent et le mettre là où il va être utile, le mettre dans les secteurs où il y a des besoins réels. Donc c'est tout un ensemble en fait de mesures à mettre en œuvre. Et s'il n'y a pas le soutien de la population, ça ne pourra pas se faire. Moi, je vois quand on a fait la présidentielle de 2017, après, on est allé voir, et les législatives, on est allé voir les militants de Solidarité et Progrès, on est allé voir les députés et les sénateurs pour leur proposer la loi de séparation bancaire, c'est-à-dire pour débrancher la spéculation et remettre l'argent au service des entreprises et des citoyens. Et un certain nombre, alors la plupart, il n'y avait pas d'avis spécial sur la question. Il y en a qui étaient franchement opposés. Et il y en avait, je sais pas, une quinzaine ou une vingtaine qui étaient tout à fait favorables à défendre la loi. Mais ils nous ont dit, dans le contexte actuel, c'est presque du suicide. Déjà parce que l'oligarchie leur tomberait dessus. Et d'autre part parce que ils seraient seuls à la commission, pour que la commission des lois déjà examine la loi, commence à en discuter, il faut au moins qu'il y ait une cinquantaine de députés, d'une part. D'autre part, si ça fait pas le buzz, j'ai envie de dire, dans la vie de tous les jours, quand c'est pas discuté au comptoir du bar et ainsi de suite, il y a pas une pression entre guillemets positive qui se fait pour que ça puisse avoir lieu. Donc c'est pas tellement la question de la loi, de la mesure phare. C'est il faut que la population elle soit derrière les élus, quels qu'ils soient. Enfin pour moi en tout cas. Après oui, on peut, s'il faut en citer une, oui, ce serait la loi de séparation bancaire, la première. Regardez bien, c'est pas pour rien qu'elle l'a écrit, hein.
reprenons le contrôle de l'argent. Alors je vais raconter une histoire, parce que je crois, c'est pas parce que c'est moi, elle vaut la peine comme significative. François Hollande, comme vous le savez, dans son discours du Bourget, a dit « Mon ennemi, c'est le monde de l'argent ». C'est l'argent, qui n'a pas de visage. D'abord, c'est faux, le monde de l'argent a un visage, malheureusement. Enfin, il a un visage. Bon, je le dis quand même, j'ai voté pour Hollande parce que je ne pouvais pas voter pour Sarkozy, ce n'était pas possible, comme maintenant, je n'aurais pas pu voter pour Hollande non plus, après. Mais là, j'ai demandé à voir quelqu'un à l'Élysée. Et on m'a dit, il faut voir Emmanuel Macron. Donc je suis allé voir Emmanuel Macron. Et il m'a demandé, pourquoi vous êtes venu me voir? Alors je dis, je suis pour une loi de séparation bancaire, où on ne soutienne plus les banques qui spéculent sur les marchés financiers. Mais il dit, mais pourquoi moi? Alors je dis, parce que vous avez épousé une femme de 25 ans plus âgée que vous, ça me paraît que vous n'êtes pas arriviste, parce qu'on essaie d'épouser une femme riche plus jeune, généralement, ou pour des raisons plus physiques. Et en plus, vous dites que vous avez eu le 3e prix de musique au Conservatoire d'Amiens, vous en êtes très fier. Que vous aimiez la musique, que vous aimiez la philosophie avec Ricoeur. Il dit, venez prendre le thé avec moi. On a pris un thé, on a parlé 2 heures. Il m'a dit, venez me voir tous les mois. Écrivez-moi une note sur la séparation bancaire. Alors j'ai écrit une note sur la séparation bancaire. Cher Jacques, ces gens-là sont comme ça. Cher Jacques, je vous remercie beaucoup, gna gna gna. Mais écrivez-moi une note sur la politique que devrait suivre le Parti socialiste au pouvoir. Alors j'ai écrit une note, changer de cap, la politique à suivre. Et il me dit, je l'ai transmise au président, à Hollande. Hollande m'écrit, vous avez très bien fait ce qui devait être fait, vous avez très bien signalé ce qu'elle devrait être une autre politique. Bon, c'est tout. Mais une lettre, quand même, elle fait 4 ou 5 paragraphes, pas je vous remercie en 2 paragraphes. En fait, je vais voir Macron et je lui dis, alors vous y allez? Ah, il dit non, on ne peut pas le faire parce qu'on ne peut rien faire sans les banques. Et les banques, si on faisait ça, elles iraient à Londres faire leurs affaires. On dit, vous êtes vaccinés, moi aussi, on est adultes, elles y sont déjà à Londres pour leurs affaires. Alors il dit, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça se saurait si on fait cette loi. On saurait que malgré notre loi, elle peut faire d'autres choses ailleurs. Alors j'ai dit, mais c'est là qu'il faut une chose, la participation du peuple. Et ce qu'a défendu Julie là, qui est la séparation bancaire et une loi ne soutenant plus les banques qui spéculent, ça suppose la participation citoyenne du peuple. C'est-à-dire qu'il faut mettre dans la loi qu'il y ait des citoyens dans le conseil d'administration de la Banque de France ou des banques. Des citoyens, vous et moi. Pas des gens qui sont fonctionnaires du Trésor ou qui ont l'inspection. Non, des citoyens. Ah, dit Macron, non, ça c'est difficile, c'est pas possible, on ne peut pas le faire. Alors la 4e fois que je l'ai vu, je lui ai dit, on ne veut pas perdre notre temps, ni vous ni moi. Moi, je voudrais perdre votre temps parce que je vous envoie des choses que vous dites on ne peut pas faire, et vous me faites perdre votre temps parce que vous ne faites pas du tout ce que je voudrais qu'on fasse et ce qui est nécessaire à mon pays. Ah, il a dit très bien, mais restons en contact. Alors, bon, pas vu pourquoi on resterait en contact, mais lui n'a pas oublié. Ça, il faut lui donner cette qualité qu'il n'oublie pas. Quand il y a eu la présidentielle, c'est très intéressant, en 2017, je l'ai rencontré par hasard dans un couloir. Ah Jacques, comment allez-vous? Ce que vous dites est très intéressant. Vous aurez très peu de voix, parce que ce que vous dites va hors des normes, mais c'est très intéressant quand même. Donc voilà ces gens qui sont cyniques, parce qu'ils savent ce qui est nécessaire, mais ils se plient à un rapport de force auquel ils se soumettent, la boîte. Et, disons, voter hors de la boîte est absolument nécessaire. C'est Mélenchon, par exemple, s'il est contre le nucléaire, c'est parce qu'il veut les voies écolo. Il est dans la boîte écolo. Les écolos commencent à comprendre aujourd'hui, les plus intelligents, que le nucléaire contrôlé par les citoyens avec une participation citoyenne, ça peut être intéressant. Pas le tout nucléaire, hein, mais en pensant l'énergie comme un tout et pas comme un truc, on est pour, on est contre. Ils commencent à s'apercevoir que le nucléaire, c'est une façon de ne pas faire de CO2. Donc, il y a du progrès partout. Mais l'idée, c'est d'engendrer la discussion, d'écouter l'autre, d'avoir un débat. Et c'est ce débat qui est si nécessaire dans ce pays. Aujourd'hui, on ne s'écoute plus. Et vous voyez les talk-shows, les discussions télévisées. Alors, vous êtes sioniste ou anti-sioniste? Non, il y a du sionisme qui est bon, il y en a qui est mauvais. Ah, non, c'est pas la question. Est-ce que vous êtes pour la nationalisation des banques ou non? Ben, moi, je suis pour la nationalisation des banques qui spéculent, et les autres, ah non, il faut être pour ou contre. Et c'est partout, on en vient à avoir toute forme, je dirais, d'exclusion et de racisme, de racisme au sens intellectuel du terme, pas au sens physique de la race,
Ça n'existe pas d'ailleurs la race, mais ça c'est une autre question. Il y a des couleurs de peau, mais il n'y a pas de race. Donc, ce qui fait un être humain, c'est sa capacité de créer, de connaître. Et là, dans ces rapports publics, vous voyez à la télé ou sur les réseaux sociaux, c'est ou pour ou contre. Et on ne peut pas développer une idée dans ces difficultés. On en discutait cet après-midi avec cet homme politique et il dit la politique, ça devrait être comme quelqu'un qui monte et qui fait l'ascension d'une montagne. Vous montez, vous allez très vite. Et puis d'un coup, il y a une opposition. Et à ce moment-là, vous soit, comme font certains, redescendre, soit tout doucement vous battre, garder la position, puis après, à un autre moment, continuer à monter. Ben, ça, je pense que c'est une belle image de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Et il ne faut pas se décourager. Tous les journalistes me disent, vous avez eu très peu de voix, comment ça fait que vous ne soyez pas découragé? Vous devriez être découragé. Moi, je ne suis pas découragé du tout, j'ai fait ce qu'il pensait être juste. Et ce que la société en pense, c'est un problème, mais c'est un problème, je pense, pour l'instant, c'est en grande partie peut-être mon problème, mais c'est aussi le problème de la société. Et c'est cette société qu'on doit être capable de changer. Et ça, c'est en introduisant des choses comme Julie en introduit, qu'on peut créer l'étincelle qui commence ce changement. En somme, si je comprends bien, pour soulever cette chape de plomb, enfin, quelqu'un comme... Quand on est dans la boîte, je peux comparer ça à une chape de plomb. Il faut concrètement, il faudrait une participation, une large participation citoyenne. Parce que sans ça, c'est pas possible. Et cette participation citoyenne, bien sûr que les élus ont une place. Si Julie était élue, elle aurait une place favorable pour ça. Mais sans élus de cette trempe, je dirais, comment faire? Comment faire? Je pense que ça va prendre du temps. Je pense que ça va prendre du temps parce qu'il y a un tel niveau de destruction, un tel niveau de décadence au niveau de la société, qu'il faut effectivement y aller par... faut être sincère, faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais beaucoup de gens ne sont pas encore prêts à l'entendre. Ceci dit, depuis, je pense qu'il y a eu un premier effet en France en tout cas, parce qu'au niveau international, après le krach de 2008, il y a déjà eu un commencement de prise de conscience dans certains pays, qu'on ne pouvait pas continuer avec le système tel qu'il était, qu'il fallait sortir de la boîte pour résoudre les problèmes. Et donc il y a eu l'Islande, il y a eu la Grèce, alors avec plus ou moins de réussite selon les pays. Mais on a bien vu aussi qu'au moment des Gilets jaunes en France, certes c'est arrivé 10 ans après les autres, sans doute parce qu'avec le système de sécurité sociale que nous avons, c'était possible, mais que les Gilets jaunes, en allant dans la rue, on dit là maintenant ce n'est plus possible avec les aides. Donc il faut vraiment changer les choses. Et ça a permis une première prise de conscience au niveau de la population qui soutenait quand même très majoritairement le mouvement des Gilets jaunes. Et là, je vois quand je suis allée à la rencontre des gens pour les législatives et même des commerçants m'ont parlé des Gilets jaunes, dire mais qu'est-ce que font les Gilets jaunes? Donc il y a ce début-là. Puis la crise sanitaire est arrivée. Il y a eu une autre prise de conscience aussi, c'est que la France n'est plus le pays développé que l'on croyait, vu toutes les difficultés qu'il y a eu au niveau des hôpitaux, d'une part. Après, les problèmes d'approvisionnement, là on voit qu'on est totalement dépendant, notamment des puces électroniques, etc., des ordinateurs qui sont fabriqués en Chine ou ailleurs. Des médicaments, des masques et ainsi de suite. Donc, il y a une prise de conscience qui se fait. Je pense que des candidatures comme la mienne, ce qu'on essaie d'amener dans le débat public,
ceux qu'essaient d'amener les autres candidats de la Raison du Peuple dans le débat public, et puis peut-être d'autres aussi, par d'autres biais, c'est en train de créer les conditions pour qu'il y ait un changement. Mais il faut vraiment remonter à chaque fois aux causes. Et il faut faire cet effort de remonter aux causes des problèmes, pour aller au plus court, c'est le système financier tel qu'il est, tel qu'il fonctionne, l'oligarchie financière, qui a poussé toutes les divisions possibles et imaginables pour rester au pouvoir. Et ça, il faut le montrer du doigt, et il faut aider les gens à le comprendre, et tout en amenant les solutions. Après, il n'y a pas non plus de recette miracle, donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et comme je disais tout à l'heure, il faut amener ces sujets-là pour qu'à un moment donné, on puisse, il y ait vraiment un moment de bascule et qu'on puisse vraiment changer les choses. Alors quand, je sais pas, j'ai pas la réponse. Moi, simplement, vous allez changer les choses. Et c'est peut-être un peu dur ce que je vais vous dire, en sachant que c'est vous qui allez les changer. Et en essayant de trouver à l'intérieur de vous-même ce qui peut créer ou aider à ce changement. Alors, voter pour Julie, c'est déjà une chose, mais faire beaucoup plus à l'intérieur de vous-même pour parler à vos voisins, parler aux gens autour de vous, et créer un véritable débat sur le fond des idées, ça c'est essentiel. Julie, qu'est-ce que tu as prévu les prochains jours pour faire campagne, et est-ce qu'on peut venir t'accompagner justement? Oui, il reste encore une dizaine de jours pour la campagne, donc vous pouvez donc ce que j'ai prévu, c'est de continuer à faire des marchés, du porte-à-porte, et puis vous pouvez très bien venir avec moi, il reste encore des affiches à coller. Un petit peu partout dans la circonscription. Donc il y a déjà une bonne partie qui a été faite, je pense. Et après, c'est discuter, comme l'a dit Jacques, avec vos voisins. Leur proposer aussi de me rencontrer, de discuter avec eux tranquillement, sans grande messe. Et emporter peut-être même quelques tracts distribués à des membres de la famille qui soient même en dehors de Poussin, même peu importe, même en dehors de la circonscription, c'est pas grave. Et voilà, et puis peut-être aussi c'est en tout cas l'essentiel, je pense, que pour pouvoir m'aider. Allez, j'ajoute juste une chose. Juste une chose pour elle, c'est vous allez voter à Poussan pour la plupart d'entre vous. À Poussan, vous pouvez faire en sorte qu'elle dépasse les 5%. Ça, j'en suis convaincu. Je suis même un peu, disons, pessimiste peut-être. Mais ailleurs, c'est le problème. Or, si vous connaissez des gens ailleurs, à Metz, à Lodève ou où que ce soit, dans la 4e circonscription de l'Euro, parlez-leur et dites voilà, il y a une candidate, voilà ce qu'elle apporte. Je pense que ça serait important au premier tour de donner un signe et de voter pour elle. Oui, une question plus terre à terre. Vous avez parlé du coût de la campagne. Comment vous financez votre campagne au niveau local? Est-ce qu'il y a une association qui est apte à recevoir des dons, de défiscalisation, etc., etc. Vous pouvez faire un don à SCP. C'est moi qui finance ma propre campagne, mais vous pouvez faire un don à SCP, ça aidera quand même. Non, mais à SCP c'est plus simple, parce que sinon c'est tout un bazar administratif après. Donc faire un don à SCP ou s'abonner au journal pendant un certain temps, voilà, c'est tout ce que, c'est comme ça que vous pouvez m'aider, sur le plan financier en tout cas, ouais. On parle souvent de faire des économies au niveau médical, au niveau de l'éducation, au niveau des transports. On ne parle pas de faire des économies à l'Élysée, et notamment sur les
sur les anciens présidents qui ont un train de vie incroyable, et ils ont des avantages que nul d'autre non. Est-ce que, à votre niveau, vous pensez qu'on peut encore faire quelque chose ou pas? Pour réduire leurs avantages? Alors, j'ai plus les chiffres en tête de ce que ça nous coûte, mais je peux vous dire que l'évasion fiscale nous coûte bien plus cher. C'est de l'ordre de 80 à 100 milliards, 120 milliards même parfois. Ça nous coûte beaucoup plus cher. Ce qui nous coûte cher aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les intérêts de la dette que l'État français paye au marché financier, aux banques, plutôt que d'avoir une banque nationale. Donc si on fait le calcul, ça nous fait déjà au moins, allez, on va dire une moyenne de 150 milliards. Alors je dis pas que les anciens ministres et présidents et compagnie ne coûtent rien, mais il y a des choses hors exagération pour certains sans doute. Il y a des choses qui me choquent pas quand ils ont encore droit à des gardes du corps, des choses comme ça, parce que mine de rien, ils détiennent certains secrets. Certains, ils ont eu affaire, je sais pas comment l'exprimer. Ils ont eu certaines responsabilités qui, je pense, nécessitent quand même un minimum. Mais au-delà de ça, effectivement, le superflu, on pourrait très bien s'en passer. Charles de Gaulle, alors même s'il n'a pas vécu très longtemps après la fin de son ultime mandat, il vivait uniquement sur sa retraite de colonel ou de général. Et même une fois à l'Élysée, quand il était à l'Élysée, il payait tout lui-même. Donc c'est peut-être à ce niveau-là, c'est plus, au-delà de ça, c'est plus une question de morale, une question, je ne sais pas comment l'exprimer, on agit pour les autres et pas pour soi-même. Donc c'est peut-être aussi, au-delà du minimum, c'est peut-être à chacun de faire un effort pour pas coûter plus tard. Mais enfin, en tout cas, c'est peanuts par rapport à ce que nous coûte l'évasion fiscale et les services de la dette et bien d'autres choses, quoi. Voilà. Écoutez, nous vous invitons au verre de l'amitié. S'il n'y a plus de questions, pour continuer autour d'un verre. Voilà.